Peuple togolais, regardez cette vidéo là. Rentrez. Regarde bien cette vidéo, on va la décortiquer ensemble. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater. Ça se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que hier, il y a un petit mécanicien qui a déjà, à cause d'un policier, à cause de 500 francs, un policier a poussé un petit mécanicien et puis la voiture qui l'a écrasé. Vous avez vu comment les Ivoiriens nous sommes? Quand je vous dis toujours que si vous voulez libérer votre pays, là, sortez comme ça. Il faut que les policiers puissent fuir comme ça. Ça, c'est un exemple pour vous montrer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une source un peu spéciale. C'est une vidéo qui circule pas mal en ligne, en fait. Bonjour. Oui, une vidéo avec un commentaire audio par-dessus. C'est ça, et ça décrit un événement qui se serait passé en Côte d'Ivoire, mais c'est utilisé pour adresser un message très direct au peuple togolais. Tout à fait. La source parle d'un incident qui aurait eu lieu à San Pedro, c'est en Côte d'Ivoire. Ça impliquerait un jeune mécanicien, un policier aussi, et surtout la réaction populaire qui a suivi. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce récit et le message qui va avec. D'accord, alors plongeons là-dedans. Au cœur de cette histoire, racontée dans la vidéo, il y a ce jeune mécanicien. Il serait mort à San Pedro, apparemment après une altercation avec un policier pour une histoire de 500 francs. Une petite somme, quoi. C'est ça. Et le commentaire audio, la voix qu'on entend, affirme que le policier l'aurait poussé. Poussé? Oui, et qu'ensuite, le jeune homme aurait été heurté mortellement par une voiture. Enfin, c'est la version donnée. D'accord. Et après cet incident ? Le commentaire insiste beaucoup sur ce qui serait passé juste après, la réaction. C'est-à-dire ? Selon cette narration, la population, les gens sur place, se seraient soulevés immédiatement. Et l'effet décrit, c'est que les forces de l'ordre, la police, auraient carrément pris la fuite devant la foule. Ah oui, ils auraient fui. Oui, et il y a même ce détail assez imagé. On dit que les policiers, même s'ils étaient armés, apparemment, auraient fui pour monter dans le cargo. Monter dans le cargo, c'est une image forte, ça. Très clair à la mobilisation de masse au Togo. Le message est direct. Oui. L'argument central qui est répété, c'est que si la population sort massivement, l'expression utilisée, c'est sortir en masse, bien les autorités locales, ils citent policiers, les gendarmes des faux Assimés, c'est sûrement une référence aux forces togolaises, elles ne pourraient pas résister. Elles seraient obligées de fuir comme ça serait passé à San Pedro. Donc l'idée forte, c'est que le nombre fait loi, en quelque sorte. Que c'est le peuple qui commande quand il est révolté et uni. C'est ça, le pouvoir du peuple mobilisé. Et il précise aussi que San Pedro, ce n'est pas Abidjan, la capitale. C'est important, ça. Oui, c'est un détail souligné pour suggérer que ce genre de soulèvement, ça peut arriver n'importe où. Pas besoin d'être dans la capitale pour que ça marche. D'accord. Ça renforce l'idée que c'est possible partout. Tout à fait. Et là, on touche à une technique intéressante. C'est l'utilisation d'un exemple qui vient d'ailleurs. Un exemple peut-être simplifié ou un peu dramatisé, mais qui sert de preuve pour motiver un public spécifique dans un autre pays. Une sorte de raccourci émotionnel, quoi. Voilà, c'est ça. Plutôt que d'argumenter sur la situation togolaise elle-même, on présente un scénario de victoire ailleurs pour dire « vous voyez, c'est possible ». Du coup, la question de savoir si les faits à San Pedro sont exactement comme décrit... elle devient presque secondaire par rapport à la force du symbole qu'on veut créer. Et cette image des forces armées qui fuient devant une foule, c'est présenté comme une certitude ou c'est plus rhétorique pour montrer que c'est faisable? C'est toute l'ambiguïté de ce genre de message qui devient viral. L'auteur, lui, le présente comme un fait, bien sûr. Mais bon, dans ce contexte d'appel à l'action, sa fonction première, c'est de servir l'argument. Peu importe si la réalité était plus nuancée. Ce qui compte, c'est l'image finale. Voilà. L'image d'une fuite des autorités face au peuple. C'est ça qui doit rester en tête pour motiver. L'accent est mis sur le résultat supposé, la fuite, plus que sur les détails. D'accord, donc si on résume un peu cet argumentaire qu'on a analysé, on a un incident tragique en Côte d'Ivoire, ça mène à un soulèvement populaire et hop, les forces de l'ordre sont décrites comme reculant. Oui, et la conclusion, martelée pour le public togolais, c'est « faites la même chose et vous aurez le même résultat ». Le peuple uni serait irrésistible. C'est exactement ça. Et au-delà de ce cas précis, ça illustre bien comment
à notre époque numérique, des récits locaux, vrais ou pas, ou en partie vrais, peuvent être très vite repris, recontextualisés et diffusés au-delà des frontières pour servir des agendas politiques bien précis. Et la question, ce n'est plus seulement de savoir si l'info est juste, mais plutôt comment elle est utilisée, quel écho elle trouve. Justement, comment ça résonne émotionnellement et quel impact ça peut avoir dans un contexte politique complètement différent. C'est toute la dynamique de la circulation de l'information et parfois de la désinformation, j'imagine. Ça peut façonner les perceptions et peut-être même influencer l'action collective. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour finir. Dans cet écosystème médiatique où un récit peut voyager si vite et être amplifié comme ça, comment on fait la part des choses entre l'information qui est vérifiée et puis la narration militante? Et puis surtout, quel est le poids réel de ces histoires qui viennent d'ailleurs sur la mobilisation locale comparée aux dynamiques internes, propres à chaque société? C'est une question ouverte, je pense, à méditer.